Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de beaucoup de films en lien avec la dystopie. Alors, la dystopie, c'est un genre qui pullule depuis les 30 dernières années. On y retrouve beaucoup d'exemples dans le cinéma, tous plus originaux les uns que les autres, quoique originaux, c'est à discuter. Mais parlons déjà du mot en lui-même, une dystopie, c'est quoi? Eh bien, à l'inverse d'une utopie qui peut être un monde soit parfait ou qui n'existe pas, une dystopie c'est un monde bien réel qui va en général très mal, ou qui dysfonctionne. Alors évidemment, les scénarios, les personnages, les univers sont toujours très différents, mais ils reprennent des codes bien établis, et surtout, l'idée de contrôle. What is the Matrix? Control. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de 1984 de George Orwell, et bien c'est le premier genre de dystopie dont nous allons parler. Une dystopie orwellienne, c'est une dystopie qui fonctionne sur la peur, la surveillance, la pauvreté et l'ignorance. Vous connaissez sûrement la phrase « Big Brother is watching you », dont on peut retrouver des références un peu partout. Snow is watching us. Et c'est un élément majeur de ce type de dystopie. La population sait en général qu'elle est surveillée, et quiconque ne respectera pas les règles sera poursuivi, arrêté, voire pire. I remember how different it became dangerous. I still don't understand it. Why they hate us so much. La répression est l'argument principal de ce genre de dystopie, et les forces de l'ordre ou bien l'armée jouent un rôle majeur pour mettre en place un état totalitaire, suscitant la peur d'une population qui vit souvent dans un état de pauvreté et dans l'ignorance. Il est aussi souvent question d'une guerre, utilisant la protection de la population comme argument pour un état d'urgence. Et l'information, voire même le langage, sont manipulés de sorte à maintenir la population sous contrôle. Moins le vocabulaire est varié, moins la pensée est complexe. 1984, publié en 49, ce n'est pas seulement une anticipation des états du XXe siècle, mais surtout une critique de la Russie soviétique de Staline à l'époque. Suffit de voir la moustache de Big Brother. Non, voilà, c'est tout. Évidemment, il y a une certaine porosité entre les deux types de dystopie, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais l'argument majeur reste le contrôle. Moins connu pour les moins férus de littérature d'entre nous, Huxley alimente pourtant toutes les dystopies à succès des dernières années, avec son œuvre la plus connue, Le meilleur des mondes, ou Brave New World en anglais. Souvent, on y retrouve une population qui est endormie, soit parce qu'elle ignore complètement ce qui se passe, soit parce qu'elle est obligée de prendre une substance qui va réduire ses émotions et sa capacité à réagir. Dans Le meilleur des mondes, les gens prennent du soma, dès qu'ils se sentent submergés par des émotions négatives. Soma, sommeil, vous avez capté. C'est également le cas dans Equilibrium, où la population doit prendre du prosium pour réduire leurs émotions. Ou bien encore dans The Giver où c'est exactement la même chose. Take your morning medication. Et même Matrix où le monde est littéralement endormi, où les gens dorment dans des cuves pour servir les machines. On comprend mieux pourquoi c'est Morpheus qui vient sauver Neo. Dans ce type de dystopie, les rôles sont prédéterminés. Huxley imagine une société où les enfants ne naissent plus mais sont créés pour remplir une fonction particulière. Alpha, bêta, delta, gamma, epsilon. Chacun remplit une fonction dans la société, les alphas étant les plus intelligents, représentant les leaders, et les epsilon les moins intelligents mais également les plus forts. Ça vous rappelle rien ? L'idée, c'est qu'une société fonctionne bien quand chacun connaît sa place, sauf qu'évidemment c'est au prix d'une certaine liberté. En général, ces populations sont heureuses, plus ou moins, soit parce qu'on leur a dit qu'elles devaient être heureuses, soit parce que sans émotion négative, évidemment, tout ce qu'on connaît, c'est le bonheur. De fait, l'illusion d'être libre et de ne pas être surveillé par une entité toute puissante ne suscite pas de remise en question par la population. Si on parle d'histoire ou d'information, là aussi, tout est manipulé. Mais encore une fois, c'est la question d'illusion qui compte. L'illusion que l'information circule librement, l'illusion que vous avez accès à l'information que vous voulez, pourquoi se rebeller finalement? Et en général, pour l'histoire, tout ce qu'on sait, c'est que c'était pas mieux avant. Le plus important, c'est que les personnages ne se rendent pas compte qu'ils sont privés de quelque chose. Dans tous les cas, cette norme, cette réalité à laquelle ils sont habitués ne paraît pas invivable de leur point de vue, jusqu'au jour où le héros ou l'héroïne finit par se rendre compte de quelque chose. Le personnage principal finit toujours par se réveiller ou se rebeller. Katniss, Triss, Thomas, Jonas, Evie, June, Neo, et il ou elle peine souvent à convaincre, surtout dans les dystopies qui vont tirer plus vers Huxley. Si on prend Neo par exemple, lui-même refuse de croire Morpheus au départ, car il remet en cause sa réalité. I don't believe it. Même chose pour Jonas, qui peine à accepter la mémoire que veut lui transmettre le passeur. I'm sorry, Jude. How did people do that? I didn't mean for you to receive that. C'est un principe qu'explique Platon en utilisant comme allégorie une caverne. Des prisonniers sont enfermés au fond d'une caverne, ne voyant que les ombres des formes qu'on projette derrière eux, considérant cela comme leur réalité. Un jour, un prisonnier s'échappe et découvre l'extérieur, ou la vérité. Il vit ça comme un choc dans un premier temps, mais finalement décide de retourner dans la caverne pour sauver les autres, qui ne le croiront pas. Alors évidemment, les films et les séries dystopiques sont avant tout des divertissements, et il ne s'agit pas d'intellectualiser tous les contenus que nous regardons, mais ils doivent quand même nous pousser à réfléchir sur notre réalité, sur nos sociétés,
et sur ce qui pourrait être questionné, sans non plus tomber dans les théories du complot. Si on regarde notre monde, on peut aisément trouver des points de comparaison entre fiction et réalité. Et c'est bien ça qui fait le succès de ces films, et qui a fait le succès de plein d'œuvres littéraires satiriques à l'époque. C'est qu'ils sont ancrés dans le réel. De là à dire que nous vivons dans une dystopie, il y a encore quelques étapes à franchir. Mais pour certains pays... Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout dites-moi s'il y a une dystopie que vous auriez aimé voir dans cette vidéo. À la prochaine.